Quand on regarde un bâtiment, n'importe lequel, on est souvent frappé par son architecture, sa hauteur, ses matériaux. Mais on oublie presque toujours la partie la plus critique, celle qui est totalement invisible, cachée sous nos pieds. Aujourd'hui, on va justement plonger sous la surface pour découvrir ces géants méconnus qui permettent à tout notre monde de tenir debout. Le défi, en fait, il est assez simple à comprendre, mais il est immense. Un bâtiment, ça pèse des tonnes, parfois des milliers de tonnes. Alors comment on fait pour que toute cette masse ne s'enfonce pas tout simplement dans le sol ? Eh bien la réponse, c'est la fondation. C'est elle qui fait le lien, l'interface cruciale entre la structure qu'on admire et la terre qui la porte. Avant même de penser à construire, il faut comprendre une chose. Un bâtiment n'est jamais au repos. Il est en lutte permanente contre tout un tas de forces invisibles. C'est une bataille constante. Dans le monde de la construction, on parle de gros œuvres. C'est un peu le squelette du bâtiment, ce qui lui donne sa solidité. Ce squelette a deux grandes parties. La superstructure, c'est-à-dire tout ce qu'on voit au-dessus du sol, les murs, les planchers, et bien sûr les fondations, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le but du jeu pour la fondation, c'est de gérer toutes ces charges. Il y a les charges verticales, bien sûr, le poids du béton, de l'acier, mais aussi des gens, des meubles. Et il y a aussi les charges horizontales, la pression de la terre autour, la force du vent. Le rôle de la fondation, c'est de collecter toutes ces forces et de les transmettre au sol, mais de manière contrôlée et stable. Bon alors, par où on commence ? Logiquement, la toute première étape, ce n'est pas de construire, mais de creuser. C'est ce qu'on appelle le terrassement. C'est tout un art de préparer le sol pour qu'il puisse accueillir la future fondation. La toute première chose à faire, c'est le décapage. On enlève toute la couche du dessus, la terre végétale, parce qu'elle est pleine de racines, de matière organique, bref, elle n'est pas stable du tout. Il faut aller chercher en dessous un sol plus compact, une base saine pour commencer le travail. Une fois le site décapé, on passe à l'excavation à proprement parler. C'est ce qu'on appelle les déblais. On enlève la terre pour créer l'espace où viendra se loger la fondation. Et la forme de ce trou, elle va dépendre à 100% du type de fondation qu'on a choisi. Et là, c'est parfait pour voir le lien entre la théorie et la pratique. À gauche, on a le schéma d'une rigole, une fouille assez étroite et pas très profonde, et à droite, on la voit en vrai sur un chantier. Ces rigoles, c'est typiquement ce qu'on creuse pour y couler les fondations des murs porteurs. Maintenant, si on a besoin de creuser plus profond, on ne parle plus de rigole, mais de tranchée. C'est le même principe, mais en plus haut. On s'en sert souvent pour faire passer les différentes canalisations et les réseaux sous le bâtiment. Et puis, pour les chantiers XXL, comme un immeuble avec un parking en sous-sol, on change complètement d'échelle. On passe à ce qu'on appelle une fouille en pleine masse. Là, on ne creuse plus de simples tranchées, on enlève carrément toute la terre sur toute la surface du bâtiment. D'accord, le terrain est prêt, le trou est creusé. La question qui vient tout de suite après, c'est « Et maintenant, on met quoi là-dedans ? Comment on va concrètement faire le lien entre le bâtiment et le sol ?» En fait, il faut voir la fondation un peu comme la chaussure d'un bâtiment. On ne va pas mettre les mêmes chaussures pour marcher sur du bitume que pour marcher dans la neige. Eh bien, pour un bâtiment, c'est exactement pareil. Le choix de la fondation dépend du type de sol sur lequel on va construire. Et ce schéma résume parfaitement la question clé. Tout dépend de la profondeur à laquelle on va trouver ce qu'on appelle le bon sol, c'est-à-dire un sol assez résistant pour supporter le poids du bâtiment. Ça donne 3 grandes familles, les fondations superficielles, semi-profondes et profondes. Pour cette analyse, on va se concentrer sur le cas le plus courant de tous, les fondations superficielles. Allez, on va faire un zoom sur ce cas de figure le plus fréquent, les fondations superficielles. Comme leur nom l'indique, on les utilise quand le sol de bonne qualité n'est pas loin, juste sous la surface. C'est le scénario idéal. L'élément central d'une fondation superficielle, c'est la semelle. C'est une sorte de base en béton armé, toujours plus large que le mur ou le poteau qu'elle supporte. Son rôle, c'est de répartir le poids sur une plus grande surface, exactement comme le pied d'un verre, qui l'empêche de s'enfoncer dans une nappe. Pour ces semelles, il y a en gros 2 cas de figure. Le cas standard, c'est la semelle centrée, où le poteau arrive pile au milieu. Mais imaginez qu'un poteau soit tout au bout du terrain. On ne peut pas faire déborder la fondation chez le voisin. Donc là, on utilise une semelle excentrée, où la charge est décalée sur le côté. Au sein de cette grande famille des fondations superficielles, on trouve 3 techniques principales. Chacune répond à un besoin bien précis. On va voir les semelles isolées, les semelles filantes et enfin le radier. Commençons par la semelle isolée. C'est tout simple. C'est un plot de béton qu'on place sur chaque poteau de la structure. C'est la solution la plus économique, quand la structure repose sur des piliers bien espacés et que le sol est bon partout. Ensuite, la semelle filante. Là, ce n'est plus un plot, mais une longue bande de béton qui court sous toute la longueur d'un mur porteur. Ça permet de répartir la charge du mur de façon parfaitement uniforme. C'est ce qu'on utilise pour les murs de façade ou les grands murs porteurs à l'intérieur d'un bâtiment. Mais alors, question,
que fait-on si le sol est vraiment de mauvaise qualité? Si même des semelles bien larges risquent de s'enfoncer? L'idée, c'est de répartir la charge sur une surface encore plus grande. C'est exactement le principe des raquettes à neige. On augmente la surface de contact pour ne pas couler. Et c'est là qu'intervient la troisième solution, le radier. La règle de base des ingénieurs, c'est souvent la suivante. Si la surface totale de toutes les semelles qu'il faudrait construire dépasse la moitié de la surface du bâtiment, alors ça ne vaut plus le coup. Il est plus simple, plus sûr et parfois même plus économique de couler une seule grande dalle de béton sous tout le bâtiment. On le voit bien, le choix d'une fondation, ce n'est jamais fait au hasard. C'est le résultat d'une analyse hyper poussée et de calculs complexes menés par des ingénieurs spécialisés qui doivent jongler avec tout un tas de paramètres. Au final, la décision est un vrai travail d'équilibriste. Il faut trouver le juste milieu entre le poids du bâtiment et ce que le sol peut encaisser, tout en gardant un œil sur le budget. Mais l'objectif ultime, le plus important, c'est d'éviter ce que l'on redoute le plus en construction, le tassement différentiel. C'est le cauchemar absolu. C'est quand une partie du bâtiment s'enfonce plus qu'une autre. Et là, c'est la catastrophe assurée. Fissures, dégâts, tout ce qu'on veut éviter. Alors la prochaine fois qu'on lèvera les yeux vers un gratte-ciel, ou même juste en passant devant une maison, on pourra avoir une petite pensée pour tout ce qui se passe sous terre. Parce que chaque bâtiment, du plus modeste au plus spectaculaire, ne tient que grâce à ce héros silencieux et totalement invisible, sa fondation.